Je pense qu'il y a quelques années, 40 ans, il y avait cette étiquette de je suis danseur classique. Le hip-hop, je crois que ce n'était pas encore vraiment à la mode, mais je suis danseur de jazz ou je suis danseur de claquettes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ouverture d'esprit de tous les artistes ont envie de toucher à tout. Et donc ça s'est ouvert grâce à eux, grâce à de nouvelles générations qui défendent l'envie de pouvoir tout faire. En 2013, Nicolas Ghesquière devient directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton. Très vite, il casse les codes des défilés en collaborant avec l'artiste Woodkid pour l'habillage sonore des défilés. Notre invitée a elle aussi bousculé les codes de son secteur à la direction de la danse de l'Opéra de Paris. Salut Aurélie Dupont, bienvenue dans le cadre. Et j'ai aussi travaillé avec Woodkid. C'est vrai? Double point commun. Ouais. Eh ben, alors, c'est pas de Woodkid que je vais te parler, mais en 2021, c'est une rencontre avec Sofiane Pamart, le pianiste Sofiane Pamart, et le groupe Bon Entendeur qui a créé, où vous avez créé ensemble une vidéo intitulée Alba, et qui propose un mariage entre danse, musique classique et musique électronique. Ce mélange entre tradition et nouveauté, c'est une manière pour toi de rendre la danse classique plus accessible? Alors oui et non. Okay. En fait, plus accessible, oui, parce que ce qui se passe en scène doit refléter ce qu'il y a dans le public. Et aujourd'hui, le public, il a aussi envie de voir la danse contemporaine. Donc bousculer les choses, oui, tout en gardant notre héritage du ballet classique qui est important. Et puis on a une école qui forme les enfants pour la danse classique, donc ça je veux garder. Mais aussi bousculer les codes parce qu'aujourd'hui, les danseurs de l'Opéra de Paris, la moyenne d'âge c'est à peu près 24 ans, certains d'entre eux ont envie de bousculer les choses et ont envie d'aller davantage vers la danse contemporaine. Tu parlais de ce projet, c'est une danseuse qui est très jolie, qui s'appelle Marion Gauthier de Charnassé, qui a travaillé avec Sofiane. Et c'est vrai qu'elle, c'est une danseuse qui est contemporaine, comme ça, qui vient dans mon bureau et qui me dit, moi je veux travailler avec Wim van de Québus, je veux travailler avec Ofe Schechter. Et donc, je suis obligée de respecter les talents de chacun. Donc bousculer pour respecter tout le monde. Et c'était une volonté aussi pour toi quand tu es devenue directrice de la danse de l'Opéra de Paris en 2016? C'était une volonté justement de rendre la danse plus accessible et de la démocratiser à tous? Oui, c'était une volonté, c'était un désir, c'était un rêve, mais toujours en relation avec les artistes. Les artistes qui sont en général et les artistes que je dirige à l'Opéra doivent avant tout être des artistes épanouis dans leur qualité propre. Et refléter aussi l'actualité et la nouvelle génération. Je ne peux pas demander à un danseur de 22 ans de danser comme on dansait il y a 60 ans, c'est pas possible. Démocratiser la danse, il y a aussi des clichés autour de ça, disons que c'est un secteur très élitiste. Comment mettre un terme à ce cliché-là? Comment toi au quotidien tu essaies de mettre un terme à ce cliché? Mettre un terme, je n'irai pas jusque-là parce que je ne suis pas sûre d'en être capable, sauf si je reste 30 ans directrice de la danse. Pourquoi pas? Mais bousculer, oui, mettre un terme à tous ces clichés, je pense que ça prend du temps. Je pense que la danse est partout, pas qu'à l'opéra, dans les films, dans les clips, à la télé, il y en a partout. Donc cet avantage-là va nous permettre de gagner du terrain et de gagner un peu de temps, je pense. La danse est partout et justement, elle est surtout sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram. Il y a beaucoup de chorégraphies. Est-ce que l'Opéra national de Paris et Aurélie Dupont sont sur TikTok et Instagram? Alors moi, je suis sur Instagram. Ouais. Mes enfants, enfin mon fils aîné est sur TikTok. Et c'est assez drôle parce que la dernière fois, je l'ai emmené voir un ballet de Crystal Pite, qui est une chorégraphe canadienne qui est démente, qui a fait une pièce en 2019 que je lui ai commandée qui s'appelle Body and Soul. Et mon fils était sur TikTok et je l'ai emmené voir. Mes enfants n'aiment pas la danse, faut le savoir. Je trouve ça trop long. Et il me dit, mon fils Jacques, il me dit, ah là là, il y a ton ballet sur TikTok. Donc j'étais très heureuse de savoir que la danse de l'opéra arrivait sur TikTok. Ouais. Donc c'est une manière aussi de démocratiser la danse classique à complètement. Travers les réseaux sociaux. Ouais. Justement, pendant les confinements, ça passait aussi par là, par les réseaux sociaux, pour continuer de faire vivre votre art? Oui, alors continuer de faire vivre, oui, c'était surtout pour garder un lien avec le public, pour pas qu'on nous oublie et que voilà, on pouvait à travers ces réseaux-là montrer qu'on était encore là et prêt à défendre une passion, quoi. Donc je l'ai dit, tu es directrice de la danse de l'Opéra national de Paris. C'est quoi ton quotidien en tant que directrice? Alors déjà, d'être directrice de la danse, c'est faire la programmation. Okay. Donc tout ce qui est danse à l'Opéra Garnier et Bastille, je dirige les 2 théâtres. Tout ce qui est danse dans les 2 théâtres, c'est moi qui le mets en place. Donc c'est des commandes que je fais. Il y a à peu près entre 10 et 12 différentes productions par saison, de septembre à juillet. Donc ça, c'est déjà ce qu'on me demande de faire. Et après, il y a le quotidien, il y a les répétitions, il y a les distributions, il y a les tournées, il y a les rendez-vous avec les metteurs en scène, avec les chorégraphes, avec les costumes. Donc Mais la base, c'est ça, c'est que je fais le menu. Et alors, quand on compose le menu, comment on choisit les ingrédients?
Alors, on essaie de donner à manger pour tout le monde, à tout le monde. Donc, j'essaie d'avoir sur à peu près 11 ou 12 productions, la moitié classique et la moitié contemporaine. Après, c'est des grands théâtres. L'Opéra Bastille, il y a, je crois, 2600 places. Donc, à l'Opéra Bastille, il y a souvent des grands ballets classiques, le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, La Belle au Bois dormant. Et à Garnier, davantage de pièces contemporaines où je prends peut-être un peu plus de risques à inviter à la fois des chorégraphes connus et aussi ce que j'adore faire, c'est inviter des chorégraphes qui ne sont pas connus et pas reconnus. Parce que si l'Opéra de Paris n'invite pas, parce que tout le monde a envie de venir créer à l'Opéra de Paris, que ce soit pour le lyrique ou pour la danse. Donc j'aime utiliser cette espèce de petit pouvoir d'hameçon magnifique qu'est l'Opéra Garnier pour faire venir une nouvelle génération de chorégraphes qui ne sont pas connus. Et c'est pour attirer aussi un nouveau public. Et pour attirer un nouveau public, oui. Il y a combien de danseurs en tout? Tu gères combien de danseurs? Il y a 154 danseurs. 154 danseurs. Oui. Et tu dois gérer ces 154 danseurs? Oui, oui. C'est quoi ta relation avec eux? Tu les connais tous? Je les connais tous parce que j'étais danseuse étoile avant, donc comme je suis évidemment plus âgée qu'eux, je les ai tous vus sortir de l'école de danse et rentrer dans la compagnie. Et je les connais bien parce que ça fait 4 ans que j'ai mis en place des rendez-vous individuels, ce qui n'existait pas, et ce qui, moi, m'a manqué en tant que danseuse étoile. Et donc je reçois chaque danseur pendant 1 heure, tous les 2 ans, pour discuter un petit peu de leurs envies, de leurs coups de gueule parfois, de leur motivation, de leur ambition. 154 fois. Oui. Ça va? C'est bien. Ça demande du temps, j'imagine. Ouais. Est-ce que ton rôle en tant que directrice de la danse, est-ce qu'on peut le comparer à un rôle de sélectionneur d'une équipe de sport comme du football, du rugby? C'est drôle que tu dises ça parce que mes copains m'appellent Didier Deschamps. C'est vrai? Voilà. Donc oui, on pourrait comparer, oui. Vite fait. Ouais, il y a un peu il y a des ponts quand même. Un ça peu, se bah ressent. oui, c'est ça. Et tu disais, mettre en scène un ballet entre le moment où tu valides le projet et sa réalisation, ça demande combien de temps? Ça demande à peu près 1 an et demi. Okay. Donc je suis toujours très en avance. Là, en ce moment, je travaille la saison 2024-2025. Parce que je dois rendre ma copie, entre guillemets, ce qui veut dire les costumes, le choix du décor. Faut que je rende tout 1 an avant pour qu'après, la construction dans les ateliers puisse se faire. Et tu choisis aussi les danses, le style chorégraphique qui sera dans le ballet là. Est-ce que tu choisis aussi la musique? Je crois que tu as un passé de pianiste. Avant d'être danseuse, tu étais pianiste. Un passé, un rêve en fait. Un rêve? Il n'y a pas de piano, on ne m'a pas me demander de jouer. Non. Surprise, en fait, ma première passion, c'était le piano. Mon rêve, c'était d'être pianiste, d'être concertiste. Bon, j'ai pas fait ça, j'ai fait autre chose, mais c'est plutôt lié. Mais tous les chorégraphes, tous les styles de danse, oui, c'est moi qui les invite. Et surtout, je ne les invite pas. Comment j'invite? Je ne me dis pas, tiens, j'ai envie de ça ou j'ai envie de ça. En fait, ce qui m'inspire, ce sont les danseurs. Et j'essaie de les éduquer, de les amener artistiquement dans un endroit où ils ne sont pas encore allés et où ils ont toutes les capacités. Donc j'y vais doucement en fait, parce que le timing dans la vie des rencontres, c'est hyper important. Donc si j'amène par exemple, un exemple rapide, un chorégraphe qui est très très trash ou très très physique et que mes danseurs ne sont pas préparés tant physiquement que moralement, ça va aller au clash et ils peuvent se blesser. Donc j'essaie d'aller tout doucement, les faire progresser avec les saisons que je propose. Et justement, je reviens sur la musique. La musique dans un ballet, je m'y connais très peu, mais j'ai l'impression que c'est souvent de la musique classique. Est-ce que c'est une obligation? Mais pas du tout. Pas du tout. Je crois que tu as voulu collaborer avec Daft Punk et la chanteuse Björk. Oui. Ça en est où ce projet? Bon, Daft Punk, c'est compliqué, je pense. Ouais, c'est compliqué parce que là, ils se séparent. Björk, c'est un rêve. Non, j'ai collaboré avec Woodkid, avec le groupe The Blaze. Et c'est un leurre de penser qu'il n'y a que de la musique classique. Il y a vraiment toutes sortes de musiques. En ce moment, là, il y a une soirée au Fachester. Il y a eu la première il y a 2 jours. Il y a 2 ballets, un qui s'appelle Uprising et l'autre qui s'appelle In Your Rooms. Et il y a des danseurs, il y a des chanteurs en live, en scène. Il y a du gros son, comme on dit. On offre même des bouchons d'oreilles au public. Donc non, ça a bien changé l'opéra. Ouais, c'est ça. Faut arrêter de penser que c'est que du classique. Complètement. Toi, par exemple, toi qui étais danseuse, et tu es toujours danseuse, tu aurais aimé danser sur quelle musique hors musique classique? Radiohead. Ah ouais? Ah ouais. Ça doit être incroyable, un ballet sur du Radiohead. Ouais. Ah, ça doit être quelque chose. Ouais, ça donne envie de le voir. Si jamais tu organises ou ça. Ou Prince, je suis fan. Ah, pas mal. Mais là, aussi. ça aurait été plus compliqué. C'est trop tard en plus. On l'a dit, du coup, avant d'être directrice de l'Opéra de Paris, tu étais danseuse étoile à partir de 1998. C'est quoi être danseuse étoile? Qu'est-ce que ça change entre le moment où tu es danseuse et tu passes danseuse étoile? C'est quoi la différence? C'est la liberté. Ouais. Ça apporte quoi, les danseuses étoiles? Ce que le titre apporte, c'est d'avoir les premiers rôles. Okay. Donc, quand on est danseur étoile, tu n'as que des premiers rôles. Ou alors, tu peux faire des ballets collectifs, des ballets d'ensemble pour des chorégraphes contemporains, ce que moi j'ai toujours fait
bien que j'avais le titre Danseuse étoile, parce que j'avais vraiment envie d'être encore dans la troupe. Et puis les pièces contemporaines, il y a rarement un rôle un peu principal, et puis les autres sont derrière. Donc j'ai fait tous les rôles classiques. La Belle au bois dormant, j'étais la princesse Aurore. Roméo et Juliette, j'étais Juliette. Et après, j'avais aussi vraiment des envies et des rencontres avec des chorégraphes passionnantes, où on était plus en groupe. Alors en 98, tu deviens danseuse étoile. Et j'ai appris en préparant l'interview qu'il y a un âge limite à la vie d'une danseuse étoile, qui est de 42 ans. Ouais. Pourquoi s'arrêter à cet âge-là? Parce que ça a été décidé, parce qu'à 42 ans, on estime, alors je ne sais pas qui est on, mais voilà, on estime que le danseur est plus fatigué, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est une espèce de date butoir de retraite, et c'est aussi une façon de laisser la place à d'autres, parce qu'il faut bien penser aux autres quand même. Ouais. Donc voilà, 42 ans, moi je sais que ce qui est assez troublant, c'est que l'équilibre physique-artistique, je considère, en tous les cas je parle pour moi, que c'était à 33. Entre 33 et 36 ans, je me sentais vraiment avec toutes mes capacités physiques-artistiques. Quand on est plus jeune, il n'y a que la technique, enfin souvent plus la technique qui prime. Il y a ce petit sas où il y a un équilibre parfait. Et puis après, quand on commence à vieillir un peu, la maturité, l'artistique prend le dessus. Et physiquement, on se dit, bon, c'est pas comme avant, mais bon, comme j'ai de la maturité, je vais faire, on va pas trop voir que j'arrive moins bien ou que c'est plus difficile. Donc l'équilibre parfait, il dure pas très longtemps. Mais à 42 ans, c'est dommage parfois de se priver. Et je le vois moi, parce que maintenant, il y a certains danseurs que j'accompagne jusqu'à l'âge de la retraite, en tant que directrice. Et je vois vraiment qu'en termes de maturité, artistiquement, ils vont nous manquer. Donc, tu danses, tu continues de danser quand même? Alors je m'entraîne un peu, ouais, j'ai quelques petits projets qui arrivent. Je ne fais plus du tout de pointe, tutu, diadème, ça j'ai arrêté. Ah, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais je suis plus, oui, la danse contemporaine, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et justement, comment tu as vu évoluer la danse entre le moment où toi tu as commencé très jeune en plus, donc à tes débuts et aujourd'hui, maintenant, comment la danse a évolué, le secteur de la danse? Je crois que avant, mais même avant moi, hein, il y a 30-40 ans, je pense qu'il y avait beaucoup d'étiquettes, comme souvent malheureusement dans la vie, tu peux avoir qu'un travail ou qu'une façon de danser. Donc ça a un petit peu changé. Je pense qu'il y a quelques années, 40 ans, il y avait cette étiquette de « je suis danseur classique ». Le hip-hop, je crois que ce n'était pas encore vraiment à la mode, mais je suis danseur de jazz ou je suis danseur de claquettes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ouverture d'esprit de tous les artistes ont envie de toucher à tout. Et donc ça s'est ouvert grâce à eux, grâce à de nouvelles générations qui défendent l'envie de pouvoir tout faire. Est-ce qu'il y a aussi une évolution quant à la sévérité de la discipline? J'avais vu dans des interviews, on parle d'apprentissage dans la douleur. D'ailleurs, tu en as parlé aussi. Est-ce que c'est toujours le cas, l'apprentissage dans la douleur? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on ne nous dit plus, comme on m'a dit quand j'avais 10 ans, si tu n'as pas mal, c'est que tu ne forces pas. Ça n'existe plus, parce que c'est pas toléré, parce que c'est faux. Alors c'est vrai que quand on fait de la danse classique, c'est quand même pousser son corps dans des retranchements et l'emmener dans des mouvements qui sont un peu extrêmes. Donc oui, il y a forcément de la douleur, mais ce n'est pas lié qu'à la danse classique. Même un pianiste qui joue 8 heures par jour, j'imagine qu'à la fin de la journée, il doit avoir des tendinites, mal aux mains, mal aux épaules, mal au dos. Donc c'est lié à tous les sports un peu extrêmes. Et si on veut être dans la crème de la crème, oui, forcément la douleur est pas loin. Mais quand on dépasse cette douleur et que le mouvement est ancré, ça nous amène dans une grande liberté aussi. Et alors pour devenir danseuse professionnelle ou danseur professionnel, il faut commencer très jeune? Par exemple, si là, moi je commence, c'est trop tard? Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la danse classique, c'est peut-être un peu tard. Un peu tard? Un peu. Mince, j'ai raté ma vocation. Aurélie Dupont, on rentre dans la dernière minute de l'émission. Je vais donc te poser une série de questions sur tes dernières fois. Est-ce que tu es prête? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui. La dernière fois que tu as enfilé des chaussons? C'était hier pour faire répéter. La dernière musique que tu as écoutée avant de venir? Ah, c'était Phone Down de Eric Abadou. Okay. La dernière personne que tu as fait danser? C'était hier, c'était Paul Marc et Seoun Park, 2 étoiles que j'ai nommées. Et enfin, une dernière question que j'assume à peine. La dernière fois que tu as passé le balai? C'était, alors je vais être précis, c'était la balayette et c'était il y a 3 jours dans ma cuisine. J'ai fait tomber un pot de lentilles. Merci beaucoup Aurélie d'avoir accepté l'invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview.